heureuse année 2025, Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Info Verte. Alors, nous débutons l'année avec une nouvelle thématique. Nous parlons de la forêt de la RDC, les réformes sectorielles, enjeux, défis et perspectives. Alors pour aborder ces thématiques, je ne suis pas seule sur ce plateau, je reçois un expert, il est expert dans les questions des forêts, les questions des climats. Il s'agit de Monsieur Issa Lungwelu Tiapele. Il est acteur de la société civile, expert sur les questions RED et climat. Il est aussi chargé de programme de l'ONG CTIDD. Bonjour Monsieur Issa. Bonjour Madame. Bienvenue dans Info Verte. Merci, bonne année à vous. Merci pareillement. Oui. Nous parlons de la forêt de la RDC. Alors, vous pouvez nous situer un peu la forêt, combien d'hectares, c'est quoi la forêt de la RDC, l'importance que revêt la forêt congolaise. Ok, merci beaucoup pour cette opportunité, mais aussi merci pour ces beaux plateaux et l'émission. Merci. Je suis sûr que c'est aussi ma première émission pour cette année 2025. Oui, tout à fait. Alors, lorsqu'on parle de la forêt de la RDC, on voit directement notre pays. Okay. Comme vous le savez, la RDC figure parmi les pays qui ont des forêts au niveau mondial. Comme nous sommes au niveau mondial, il y a plus ou moins 3 bassins mondiaux qui essaient un peu d'englober des forêts. Nous avons la bassin d'Amazon avec la forêt brésilienne qui est d'Amazonie. Nous avons les bassins du Congo qui est dans la grande partie de cette forêt du bassin du Congo, c'est la RDC qui en a. Nous avons aussi les bassins d'Indonésie, dont la forêt d'Indonésie joue un grand rôle. Et ces 3 bassins-là constituent vraiment des éléments capitaux pour notre survie sur la Terre parce que, comme on le sait, en français facile, lorsqu'on a la forêt, nous avons la respiration. C'est la forêt qui nous donne la respiration, c'est aussi la forêt qui régule un peu les climats. Maintenant, lorsqu'on parle de la particularité de la forêt de la RDC, nous avons nos forêts à une capacité de 55 millions d'hectares de forêts. On a fait les statistiques. Oui, il y a des études menées par FAO, aussi PNID, même si ce sont des anciennes études, mais dans les estimations, nos forêts ont cette superficie, c'est-à-dire de 155 millions d'hectares de forêts. Et dans ces 155 millions-là, nous avons plus ou moins 97 millions de forêts denses humides. Lorsqu'on parle de forêts denses, on parle vraiment de forêts primaires. Donc nous avons 97 millions de forêts denses et humides, c'est-à-dire des forêts vraiment qu'on n'a pas encore exploitées, mais aussi des forêts où on peut trouver de l'eau, il y a tout un écosystème qui existe là. Donc on parle de forêts denses et humides. Ce qui fait que si on prend les 97 millions-là, les forêts de la RDC occupent 67% de la superficie nationale. Comme vous le savez, notre pays, sa superficie, c'est 1 million 45 millions, 410 km². Mais dans ces 1 million-là, il y a 67%, c'est uniquement la forêt qui occupe ça. Donc tu vois, la moitié du pays, c'est la superficie du pays de la RDC. Donc en grande partie, c'est la forêt. C'est la forêt. C'est ce qui fait de nous les deuxièmes poumons du monde. Mondial. Donc c'est ça un peu nos forêts. Ils ont une place primordiale. Pourquoi il y a une place sur le plan local? Beaucoup de nos communautés sont les communautés vivant dans la forêt. On appelle ça les communautés rurales. Et ils dépendent que de ces forêts-là. Ce qui suppose que si on détruit ces forêts-là, c'est comme si on met déjà en mal les communautés qui en dépendent. Donc 80% vont mourir. Ici à Kinshasa, on se croit que nous sommes nombreux, mais une grande partie... Non, ce n'est pas le cas. Une grande partie de la communauté vit aussi au niveau des forêts-là. Et les forêts-là jouent un grand rôle pour leur survie. Parce qu'au-delà de ces communautés-là, ces forêts-là jouent aussi un grand rôle pour réguler les climats. C'est pourquoi tu verras, par exemple, au niveau du Congo, nous avons plusieurs sortes de climats. À l'équateur, nous avons le climat équatorial. Tu vas trouver aussi des forêts au niveau des Maniema qui donnent un autre climat, les forêts au niveau... Donc, ces forêts-là régulent un peu les climats nationaux, mais aussi les climats régionaux, mais aussi les climats mondiaux. Donc, c'est un grand rôle. Mais aussi, les forêts, il faut le dire, ça garde une forte biodiversité. Plusieurs espèces qu'on ne peut pas, d'autres on a quantifié, d'autres on n'a pas encore quantifié, qui jouent un grand rôle sur l'équilibre mondial. Donc ça vaut la peine de dire que la RDC est un pays solution. Oui, on dit ça, parce que ça reste seulement qu'on puisse démontrer ça, les démonstrations.
Mais ça vaut la peine de le dire. Parce que oui, bien sûr, lorsqu'on a déjà beaucoup de cheveux, on dit on a beaucoup de cheveux. Maintenant, il faut démontrer que ces cheveux-là sont des cheveux naturels. Non, on a mis des perruques. C'est ça un peu le processus qui est. Alors, qui va démontrer? Oui, non, je crois que l'État lui-même doit s'investir avec tous les acteurs. C'est pourquoi on s'est lancé dans ce que, lorsqu'on va voir dans les deuxièmes volets, les réformes, c'est pour démontrer vraiment que ces forêts-là sont des forêts qui jouent un grand rôle, d'où on doit les protéger. La forêt congolaise, source de convoitise au niveau international. Oui, bien sûr. Nos forêts jouent un grand rôle au niveau international. Je vous ai parlé un peu de cette histoire-là de régulation du climat. Et cette histoire-là de ce que nous appelons un peu l'oxygène, c'est la forêt qui fournit ça. Alors, je crois juste que lorsqu'on a eu les changements climatiques au niveau mondial, on a compris que c'est difficile d'y revenir. Parce que les changements climatiques, c'est un phénomène vraiment naturel, mais de plus en plus influencé par les activités humaines. C'est-à-dire l'homme, par ses activités, il commence un peu à influencer les systèmes. Détruire la nature, oui. Détruire, c'est un acte. Maintenant, cette conséquence, lorsqu'on détruit, ça perturbe le climat. Okay. Comme on sait dans le climat, que depuis qu'on existe, chaque zone, chaque région au niveau mondial ont des climats spécifiques. Climats, oui. Et ces climats-là, ils avaient vraiment bien synchronisé par rapport à une période donnée. C'est pourquoi tu verras un peu, les aïeux disaient que les 15 de telle période, Tobandi est là. On commence la saison sèche. Dans telle période, on aura ça. Parce qu'il y avait automatiquement, c'était classé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein? C'est ça qu'on appelle le changement climatique qui est influencé par les activités humaines. Parce que nos activités qui ont essayé un peu d'impacter les écosystèmes, et ces écosystèmes ont essayé un peu de bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? On reconnaît que chaque jour, la Terre tourne autour d'elle-même pendant combien de jours? 365 jours. La Terre tourne autour d'elle pendant 24 heures. Oui, la rotation. La rotation pendant 24 heures. Donc nous avons ces mouvements de la rotation. Mais lorsque tourne autour du soleil, nous avons la translation pendant 365 jours. Et les 365 jours jouent le rôle du changement des climats. C'est ce que nous appelons les saisons. Tu vois un peu? Oui. Alors tout cela, c'était automatique. Mais l'homme, dans sa vision de se développer, il a voulu aussi travailler pour qu'il devienne aussi autonome. C'est pourquoi on a eu ce que nous appelons l'évolution industrielle. Et cette évolution industrielle, ce n'est pas n'importe quel pays. Mais est-ce que vous dites là, est-ce qu'en Afrique aussi on subit ça? Apparemment, ce sont bien sûr. Si on voit même la carte d'Afrique aujourd'hui, il y avait beaucoup de forêts, il n'y en a pas. Mais le Congo, par exemple, le Congo, même si on dit que nous avons beaucoup de forêts, si je prends aussi cette parenthèse, si on n'arrive pas à bien gérer ça, ça va aussi se disparaître. Il faut pas ça va disparaître. Oui, il ne faut pas se mentir que ce sont des ressources renouvelables, bien sûr, mais à quel niveau? Si on arrive à détruire les écosystèmes, ça va aussi impacter les forêts. Il n'y aura plus de forêts. Vous croyez que lorsque nous avons le désert de Sahara, si on remonte l'histoire, il y avait aussi des forêts de ces côtés-là. Tu vois, même Kinshasa ici, il y avait aussi la forêt. C'était aussi une province forestière. On a coupé pour mettre les habitations. Et avec le temps, si on n'arrive pas à régénérer ou bien à faire les restaurations des écosystèmes, les galeries forestières, il y aura des endroits, par exemple, au niveau des sablonnés. Au fil du temps, ça va créer tout ce qui est comme sécheresse. Ça peut occasionner d'autres déserts. Et les déserts, ça commence comme ça. Lorsqu'il n'y a pas une vie végétale, ça peut créer cette sécheresse-là et il n'y aura plus. Alors, ça veut dire que l'homme a commencé à... Oui, ça veut dire que l'homme a commencé à détruire son environnement. Il n'a pas fait ça sciemment. C'est dans le cadre de son développement. Il a créé l'industrie, tout consort. Il a voulu maintenant élargir son espace. Parce qu'auparavant, l'homme était cueilleur. Il a quitté l'étape de cueilleur, il est devenu cultivateur. Lorsqu'on veut cultiver, il veut couper la forêt. Lorsqu'on coupe la forêt, il y a aussi des êtres vivants qui étaient là, sont censés être détruits et peuvent disparaître. Ok, ces êtres vivants-là vivent en interdépendance. C'est ce que nous appelons l'écosystème. Chaque être vivant a un milieu spécifique qu'il vit. Dès que vous détruisez ces milieux-là, il va aussi disparaître et le milieu aussi va disparaître. Et la disparition de ces êtres humains a eu un impact aussi sur... Bien sûr, parce que dans le système végétal ou bien animal, tout comme ça, chaque animal a un rôle à jouer, tu vois. Tu peux voir un éléphant en train de manger des fruits ou bien de manger des herbes, mais lorsqu'il va faire ses matières fécales, il part jeter des fruits et les fruits là, les graines là vont faire pousser d'autres
À partir des matières fécales. Oui, bien sûr, parce que les fruits qu'il avait mangés là, ça a régénéré quelque chose. Mais l'arbre, en soi, l'arbre ne pouvait pas jeter les fruits d'autre part. Mais l'éléphant l'a aidé pour aller planter cet arbre-là quelque part au milieu de plusieurs kilomètres. Okay. Et les abeilles qui font le pollen pour aller faire la fécondation là, si ces arbres-là disparaissent, ils ne sauront pas faire leur migration pour faire la fécondation, pour qu'on ait des fleurs de d'autres arbres. Tu vois un peu, chaque élément créé par Dieu a un rôle à jouer. Et lorsqu'on impacte ça, ça va aussi nous aider. C'est ça ce que l'homme a fait. Tu vois un peu. Au niveau européen, c'est-à-dire les pays développés, et avant de développer les pays développés, et ils ont fait l'industrie pour créer des voitures, tout ce que nous portons, les montres, et ça c'est le développement. Et toutes ces usines-là ont produit, ils ont émis des pollutions. Tu vois un peu. Et ces pollutions-là ont affecté notre couche d'ozone. Parce que si je remonte un peu, pour ouvrir une petite parenthèse un peu vite, tel que Dieu a créé notre planète, il y a des couches qui se superposent. La couche la plus proche que nous voyons, la première couche, lorsqu'on soulève, nous avons les stratosphères. Okay. Et puis nous avons les troposphères. Et après les troposphères, nous avons les ionosphères. Et puis nous avons les mésosphères. Ces couches-là jouent un grand rôle pour essayer un peu de réguler le climat, mais aussi atténuer la pression du soleil. Parce que le soleil est vraiment à milliards de kilomètres avec nous, mais ces rayons ont une forte puissance. Lorsqu'ils entrent dans la surface terrestre, il y a maintenant ces couches-là, essayer un peu d'atténuer, mais il y a aussi une autre couche qui est fine, qu'on appelle ça la couche d'ozone. Donc, si je comprends bien, les activités humaines ont détruit... Oui, ça c'est la première des choses. Les activités humaines en faisant l'industrialisation, ils ont pollué la couche là. Tu vois, la couche d'ozone qui a des rôles à jouer. Son premier rôle, c'est vraiment essayer un peu d'atténuer les rayons ultraviolets du soleil pour que ça ne nous affecte pas par rapport à notre peau et nous donner une température normale. La deuxième chose, c'est récupérer la chaleur que le soleil nous a donnée pendant toute la journée, vers le soir comme ça. Il récupère toutes ces chaleurs-là, il rejette ça pour qu'on ait une température ambiante. Moi, Moulungue, moi, Malili. Alors, c'est ça, c'est cette couche-là. Alors, le fait de détruire la couche... Alors, la couche en soi, vu qu'on a des usines, on a pollué, il a monté beaucoup de saleté au niveau de la couche. C'est comme si, lorsqu'on se rappelle, lorsqu'on était encore pété au niveau du village, il y a la lampe Mokisozali Mundala. Lorsqu'on met de l'essence, et qu'on met ça dans la maison pour dormir jusqu'au matin, on voit que le vide que le matin devient noir. C'est ce que la fumée là a rendu le vitre un peu noir. C'est ce qui s'est passé avec la couche d'ozone. Il a reçu trop de fumée, la couche est devenue noire. Et nous, les pays forestiers, nous sommes aussi les pollueurs. Parce que lorsqu'on fait l'agriculture itinérante, c'est brûler, on coupe, on brûle, les fumées aussi montent. Ah, je comprends. C'est ça, non? J'allais dire, est-ce que au niveau, s'il faut revenir dans notre pays, parler de la forêt congolaise, est-ce que nous ressentons aussi les impacts de cette destruction? Est-ce que nous avons une forêt avec autant de capacités? C'est juste qu'on ressent ça, mais des fois, on n'arrive pas à définir ça. Ça, c'est le changement climatique. Tu vois un peu? Mais on connaît pas Kinshasa, non? Auparavant, Kinshasa avait une température normale, c'est plus ou moins 32, 35, 33 degrés. Mais maintenant, Kinshasa atteint même les 35 degrés, les 36 degrés. Donc il y a une forte augmentation de la température au niveau mondial. Ça a augmenté aussi au niveau de notre pays. On avait des saisons respectuées, des calendriers. Maintenant, il n'y a plus de saisons qui respectent les calendriers. Même la saison chasse là. Imagine, à cette période, nous avons une petite saison chasse, mais on va encore avoir des pluies. Tu vois, ce n'est pas vraiment perturbation. C'est ça un peu les changements climatiques. Je comprends, ça impacte aussi négativement le travail que fait les communautés. Oui, totalement. On a des impacts environnementaux, nous avons des impacts économiques et sociaux. Tu vois, par exemple, les gens qui font l'agriculture, ils ont des saisons calées. Justement. Saison A, B, C. Et ces saisons-là, c'est par rapport à un calendrier donné. Maintenant, par rapport aussi au climat qui va se présenter. On sait que dans telle période, on attend qu'il n'y aura pas de pluie. Ça va nous permettre, par exemple, à brûler pour faire nos plantations. Mais on n'a pas brûlé parce que ça a plu à cette période-là. Ça a perturbé directement notre calendrier. Tu vois un peu? Même pour les pêcheurs, il y a des périodes où ça ne demande pas les pluies. Il faut laisser seulement les rivières se sécher automatiquement par l'évaporation. Ça permet que les poissons puissent sortir, manger aussi pour qu'ils pêchent. Mais la période où ils attendent, il y a la pluie qui vient
qui perturbe. Au lieu que l'eau soit chaude, l'eau devient encore plus froide. Mais maintenant, les poissons qui puissent sortir, il n'y a pas moyen. Donc même la pêche est perturbée. Mais nous-mêmes, là, lorsqu'on veut sortir, si on ne tient pas compte de ça, la météo nous a dit qu'il n'y aura pas la pluie, mais à 15 ans... N'en parlons même pas. Tu vois un peu, tout cela, ça impacte la vie de nous-mêmes et la vie de toutes les parties prenantes, y compris même les gens qui vivent dans la forêt. Même les animaux aussi sont perturbés par rapport au changement climatique. Alors, face, je dirais, l'immensité de la forêt congolaise, les avantages, tout ce que nous avons comme atout, quel genre de réforme sectorielle est apporté? Je crois que lorsque je disais, la RDC voulant intégrer les mécanismes de lutte contre le changement climatique, parce que nous, on fait aussi partie des pays qui ont la solution. Pourquoi? Parce qu'on les scientifiques ont démontré que, vu que la couche de zone elle est vraiment sale, le seul élément qui peut les rendre clean, c'est-à-dire laver, ça c'est la forêt. Au fur et à mesure, on aura beaucoup de forêts et que les forêts émettent de l'oxygène frais, ça va laver la couche. Entre parenthèses, il y a aussi des forêts artificielles. Oui, il y a des forêts artificielles. Ça joue aussi le même rôle que non, pas le même rôle que les forêts naturelles. Il faut vraiment se baser sur les forêts existantes. Si ce n'est que les forêts artificielles, on ne pouvait pas insister pour qu'on puisse protéger les forêts naturelles. C'est pourquoi je disais que les pays voulant participer dans la lutte, il a opté pour l'intégration au processus RED, qui est un mécanisme international de lutte contre le changement climatique. RED+. C'est quoi le processus RED+? Le RED+, c'est un acronyme qui signifie par exemple réduction, c'est-à-dire réduire, et c'est émission, D c'est déforestation, l'autre D c'est dégradation. Et puis le plus là, c'est les efforts aussi, la conservation, ça peut aussi nous donner quelque chose. Donc ça donne réduction des émissions dit à la déforestation et à la dégradation. Parce que lorsque les pays sont allés négocier sur les questions climatiques, on a eu des éléments, des fenêtres pour aider les pays à lutter contre le changement climatique. Dans le cas des conventions cadres des Nations sur le changement climatique, on a le protocole de Kyoto qui institue un certain nombre de seuils pour que, de sorte que les États pollueurs n'arrivent plus à dépasser. S'ils dépassent, ils doivent payer. Tu vois, les pays industrialisés. C'est ça le protocole de Kyoto. On a fait une limite. Si tu dépasses, tu dois payer quelque chose. Tu vois un peu. Tandis que les autres pays qui ne polluent pas assez, comme les pays forestiers en voie de développement, on a mis les mécanismes de réduction. Comment est-ce qu'on peut vous aider à ne pas détruire vos forêts? C'est ça s'appelle la réduction des émissions. Vous avez des forêts, comment est-ce que vous pouvez travailler pour que vous ne détruisez pas ces forêts? Car lorsque vous détruisez ces forêts-là, ça pollue, c'est-à-dire ça émet les émissions qui détruisent la couche de zone. C'est là où nous, on a adhéré dans les mécanismes RED. Au pays pollueur, on n'a pas dit d'arrêter de polluer, mais on a dit seulement si vous dépassez, vous allez payer. Tu sais que la pollution, c'est une histoire qui est liée à l'économie mondiale. Tu vois un peu. Si on dit on refuse de polluer, on doit cesser avec beaucoup d'économie. Et on va fermer beaucoup de sociétés. On aura une crise mondiale. Tu comprends un peu. Donc il faut réfléchir sur les mécanismes de la réduction des émissions. Et il réduit, nous on doit aussi réduire, mais aussi les efforts de compensation des gens qui protègent. Nous, lorsqu'on a adhéré dans la RED, l'idéal était qu'on puisse vraiment aider nos forêts, qu'ils ne puissent pas devenir aussi comme contributeurs dans la pollution, mais contribution dans la solution. Alors pour faire de ça, il était fallu, nous-mêmes en tant que pays, on puisse identifier les moteurs de la déforestation. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse couper les forêts? Qu'est-ce qui fait que nos forêts puissent disparaître pour que ça pollue? C'est pourquoi on appelle ça une étude des moteurs de la déforestation réalisée en 2010 jusqu'à 2012. Dans cette étude-là, l'étude a démontré, noir sur blanc, il y a des activités qui font qu'on puisse détruire la forêt et que la forêt commence à émettre les émissions. Parmi ces activités, on a identifié des activités qui font que la forêt soit détruite. Dès qu'on détruit, la forêt émet les émissions, devient pollueur. Et parmi ces activités, nous avons l'agriculture itinérante sur brûlé. L'agriculture itinérante sur brûlé. C'est-à-dire, on suppose que, vu que la grande partie de la population, c'est une population rurale, l'activité principale, c'est l'agriculture. Donc, au fur et à mesure, ils font l'agriculture itinéraire. C'est-à-dire, l'itinérant, c'est-à-dire, je coupe ici, je mets une culture, je mets. Donc, cette itinérance-là, ça fait qu'on puisse encore couper beaucoup de forêts. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'exploitation à la fois industrielle et exploitation artisanale des bois illégales.
Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit, non? C'est ça qui fait que nous sommes encore... On détourne notre écosystème. Vous avez dit l'exploitation industrielle et artisanale illégale de bois. Ouais. Mais quand même, il y a d'autres... En fait, quand on parlait d'illégal, c'est-à-dire qu'il y a aussi oui, il y a la légale. Oui, il y a la solution légale, non? Mais lorsqu'on fait ça illégalement, on ne respecte pas les normes, ça détruit. On va voir, dans l'illégalité, ça dit, lorsqu'on veut exploiter, il y a des assiettes de coupe par rapport aux périodes. Ouais. On va couper cet endroit, si on termine, on coupe l'autre endroit. En attendant l'autre endroit, ça commence à se régénérer. Okay. Mais nous, sans respect des normes, on coupe comme on veut et ça détruit les écosystèmes, ça contribue dans la pollution. Okay. Il y a l'énergie du bois. C'est-à-dire la population congolaise qui accroît chaque jour, il a besoin de l'énergie. On n'a pas assez de courant, donc nous sommes obligés de préparer. D'où il faut couper, faire les macas pour que tout le monde prépare. Et la pression des demandes des macas font qu'on puisse couper les forêts. Les forêts. Oui. Que les forêts qui sont près d'ici, à Plateau, des Bas-Congo, il y en a plus de forêts, même les galeries, il y en a plus. Mais ça va repousser, non? Donc ça, ce sont les 3 éléments principaux qui détruisent les forêts, qui fait qu'on puisse devenir pollueur, émetteur des émissions. Donc là, c'est après les études qu'on a eu à déterminer les 3 moteurs principaux. Oui. Au-delà des moteurs principaux, nous avons des moteurs sous-jacents, c'est-à-dire des moteurs indirects. Si on n'arrive pas à orienter ça, ça va encore détruire les forêts. On appelle ça. Oui. Parmi les moteurs sous-jacents, nous avons les aspects liés aux infrastructures. Le pays qui se veut un pays développé à l'horizon 2050-2030, on va construire des routes, on va construire des stades, on va construire des immeubles. Donc, une grande partie de notre pays, c'est la forêt. On sera obligé de couper la forêt. Tout à fait. Là, on voit directement la question liée à l'aménagement du territoire. Il faut aménager, il faut affecter les espaces. Pour chaque espace, joue un grand rôle. Au-delà de ça, on a compris aussi que l'occupation de la terre, vu qu'il n'y a pas une bonne réglementation, ça affecte les forêts. Ce qui fait que les gens, lorsqu'il a la terre, ils croient que même les ressources qui sont au-dessus de la terre, là, ça lui appartient. Des fois, on achète la terre, on n'a pas acheté les arbres. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est justement lorsque j'achète la terre. Oui. Ça, c'est la loi foncière qui te donne la terre. Oui. Mais les forêts qui sont dans cette terre-là, c'est le code forestier. Mais chez nous, c'est le contraire. Lorsqu'on achète la terre, on dit que bon, tout ce qui est là, on coupe pour faire ce que nous voulons par rapport à cette terre-là. Ok, alors vous voulez qu'on fasse comment? Là, on a compris que si on n'arrive pas à gérer les questions foncières, ça va encore affecter la forêt. Ça, là. Tu vois un peu? Okay. Ça va affecter les forêts. Donc on a parlé de l'aménagement des territoires, on parle aussi des fonciers. Les questions foncières. Oui. On a aussi compris que la population congolaise, c'est une population jeune qui accroît chaque jour. Ce qui fait que si on n'arrive pas à orienter cette population dans le développement durable, ça va impacter les forêts parce que la grande partie de cette population, ça vit aussi de la forêt. C'est-à-dire l'aspect démographique, si on n'arrive pas à bien vraiment orienter ça, ça va affecter, ça va doter encore la forêt. D'où il faut intégrer aussi la démographie comme un élément clé pour protéger les forêts. Donc, introduire aussi la démographie. Parce qu'on a compris que la démographie, ça crée aussi un moteur. S'il n'y a pas ces moteurs-là de la démographie, si on n'a pas bien une population, d'abord on ne connaît pas d'abord notre nombre, on nous estime, c'est difficile qu'on ait beaucoup de populations à peu de ressources. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Tu vois un peu, d'où il faut gérer aussi la démographie. Et puis notre élément, au-delà de nous avons les ressources minières et hydrocarbures. Comme vous le savez, le pays a une superposition de titres. Nous avons la forêt. Après la forêt, nous avons la terre qui est en bas. Au-dessous de la terre, nous avons les mines, les minéraux. Au-dessus des minéraux, on peut aussi trouver le pétrole. Nous avons la superposition des titres. Donc si le ministère des Affaires, le ministère des hydrocarbures, décide d'exploiter le pétrole, il va couper la forêt, il met les tuyaux, il commence à exploiter. Donc il faut travailler avec le ministère des mines et hydrocarbures pour que les questions forestières soient aussi prises en compte dans leur planification, pour que les exploitations minières ou bien hydrocarbures n'affectent pas les forêts. D'où les mines hydrocarbures deviennent aussi comme moteur indirect. On doit protéger ça. Et puis le dernier moteur, c'est la gouvernance. La gouvernance. La gouvernance, on prend l'aspect, comment est-ce que les décisions sont prises pour protéger les forêts. Les stabilités politiques, ça joue aussi les rôles. Par exemple, nous avons
les guerres au niveau de l'Est là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres zones où nous ne contrôlons pas? Là où les rebelles occupent, on ne contrôle pas. Donc, ils coupent la forêt comme ils veulent, ils vendent ce qu'ils veulent. Donc, s'il n'y a pas une bonne gouvernance, on n'a pas une stabilité politique au niveau national, ça peut aussi détruire la forêt. Donc, c'est ça un peu, on appelle ça les 8 montées de la déforestation, que l'État a identifié et qu'il a reconverti ça en solution pour bien protéger ses forêts. Alors, Monsieur Issa, vous êtes appelé Papa Issa. Oui. En résumé, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup à exploiter sur cette thématique. J'aimerais que prochainement, quand vous reveniez aussi, on aura aussi le temps de vous avoir pour en parler plus en long et en large. Alors, je dirais, en résumé, qu'est-ce que vous allez dire de la forêt congolaise? Donc, si vous voulez vous résumer sur enjeux, défis et perspectives. Les enjeux sont tels que les forêts congolaises, actuellement, dans le cadre du changement climatique, ont un grand rôle à jouer, tant sur le plan de la régulation du climat, mais aussi sur le plan de la diversité biologique, mais aussi sur le plan des services écosystémiques, c'est-à-dire les services qui rendent pour les communautés nationales, régionales et internationales. Donc la nécessité de bien gérer ça, de bien protéger ça. Nous avons des ressources où d'autres pays n'en ont pas. Nous avons des forêts denses humides partout, on peut trouver de l'eau au sein de la forêt, on doit protéger ça. Nous avons des espèces, des arbres, des animaux que d'autres pays n'en ont pas. D'où l'importance de cette protection, de bien gérer ça pour nos générations futures. Tandis que dans les défis, il est important de soulever que nos forêts souffrent d'abord de beaucoup des éléments tels que des cadres réglementaires qui sont vraiment l'arsenal juridique qui sont vraiment vétustes. Il faut mettre ça à jour par rapport aux enjeux actuels. Je sais que vous y travaillez là. Nous y travaillons, c'est pourquoi j'ai parlé des réformes sectorielles, des réformes qui doivent être menées, même la réforme forestière doit être menée. Imaginez, nous avons une forêt qu'on n'a pas une politique forestière. Par politique, on voit une vision lointaine de nos forêts. Qu'est-ce qu'on doit faire de nos forêts à 2050? Les pays élaborent la politique forestière. On aura aussi la révisitation du code forestier, mais aussi des tests complémentaires pour accompagner cette gestion durable, mais pour protéger aussi les écosystèmes. Dans les perspectives, on sait que dans la longue, les forêts vont continuer à jouer son rôle écosystémique. Et ces rôles seront tant dans les plans économiques, dans les plans sociaux et aussi dans le plan environnemental. J'ai parlé de l'économique parce que les forêts peuvent régénérer des moyens. Aujourd'hui, nous avons les marchés carbone. Si on arrive à quantifier tout ce qui est comme notre séquestration de carbone que la forêt donne, on peut avoir de l'argent sans même bouger nos mines. Dans les aspects sociaux, si on arrive à bien gérer ces forêts-là, on peut avoir des services écosystémiques, mais les produits forestiers pour servir nous-mêmes là, parce qu'on achète des chanchards, les poissons, mais il y a des poissons au niveau de nos eaux qui peuvent nous nourrir. Il y en a beaucoup de choses que la forêt peut nous donner, qu'on n'a encore pas exploité. Sur le plan environnemental, si on arrive à protéger nos forêts, notre climat national sera stabilisé. Tu vois un peu, et on n'aura pas tout ce que nous connaissons de fortes pluies pour avoir des inondations comme ça. C'est un peu ça que je peux résumer. Donc. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Nous passons à la rubrique interprète. Oje baranimbi na kabale mingi makama esika eloki na ineke esika edie ke motie pele o busebu esika e koko mosala monene angondo e esika ina ekane so ekado esika ape moyema no solo eme emi da esika lota dia moyema no esika e lopaka le kalonene ke so mena lota jebaka ba c'est ça biso ba na eloke bisika bia. Donc on a cette obligation de bobani esika ina. Alors, le que l'on a banné, le banana biso batania que le caloa, le qui n'a pas c'est ça, aïsika. Parce que aïsika l'otania que Tito, l'otania que sort, l'otania que Makombo, l'otania que le caneng n'andenge, le coco que le yele angane biso. Donc le banné sika, mota o même mokana mo sika enda banné, et ngongi masu. Nzamba kabane l'État isaki ba mécanisme loke moto adaya diake mo ikota loke adine sikende isikaya na epaka bato mohemano epaka bato makamandenge na ndenge. Donc lo daye so asu conscient que lo kabane esika lo bana ka bato mo no biso bene na palaki na bale ko be ay Lingala, c'est seulement ça? Oui. Enfin, je vais que je traduis. Non, vous pouvez parler aussi en lingala.
Bon, nalinga na nina loba ke lelo soki tozo bela zamba parce que biso Congo tozali mboka oyo zali na zamba parmi na bamboka ebele na mokili. Bazamba na mokili na tozala na kati anjo tozali na ba poumon mibale, poumon ya gauche na droite. Poumon ya droite ya mokili ezalaka zamba ya Brésil, ya gauche koto tozali mengo zamba ya RDC. Soki tozo batela bazamba wana te, ezala lokola biso moto kobela maladie oyo tobenga maladie ya pema. Maladie ya pema osala ke mokili kozala suna pema te parce que zamba ne ezali kopesa pema pona mokili. Biso siko tozali na partie monene ya zamba wana. Au-delà ya kopesa pema zamba ezali vraiment pona bato babikaka na kati, ezopesa bango biloko ebele. Ba makasa, biloko bakoki kotonga bandako na bango, ezosala ke babikela musu babikaka na kati. Lelo soki pe zamba wana ebungi, makambo te ebungi. Yango esengeli tobatela yango elongo na mibeko ya mboka na biso. Biso tozala ba acteur oyo bakobatela zamba wana pona biso ya bato ya lelo pe na bana na biso bakoya na mikolo ya nsima. Monsieur Issa Lungbelou, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Merci. Je vais toujours revenir à tout moment, vous aurez besoin de moi. Madame, Messieurs, tout le plaisir était pour nous de vous présenter ce nouveau numéro d'Info Verte de l'année 2025. Et nous vous disons merci beaucoup de l'attention soutenue et à la prochaine.